aujourd'hui, on va parler d'un très très beau livre qui s'intitule Venise est une ville. Je suis en compagnie de Franco Mancuso, auteur de ce volume, de Stella Mancuso, qui est son épouse et qui est en même temps l'auteur de la préface du livre, et également de Christophe Caro, qui est l'éditeur. Je rappelle que le livre est édité par les éditions de la revue Conférence. Alors, d'abord, je tiens à souligner que la première impression qui est transmise par ce livre, c'est qu'il s'agit d'un travail éditorial extrêmement soigné, comme cela s'inscrit dans la tradition du travail de Christophe Caro. Et donc, avant de rentrer dans le contexte spécifique de ce volume aussi exceptionnel, là, je demande vraiment à l'éditeur quel est le type de travail qu'il a dû affronter, quelles sont les difficultés qu'il a dû affronter pour arriver à créer un produit aussi extraordinaire. La vérité m'oblige à dire qu'il n'y a pas de difficulté. C'est simplement un grand plaisir. Vous trouvez un texte très remarquable sur une ville que vous aimez particulièrement. Et donc, le seul enjeu, c'est de servir au mieux ce que le texte nous dit. Avec cette obligation simplement, ou du moins cette volonté de faire en sorte que le lecteur, s'il lit le texte, puisse se reporter systématiquement aux images, aux illustrations, aux explications correspondantes dans la même page. C'est ça simplement le principe d'exposition. Et par ailleurs, pour un lecteur français, il était évident que le texte de Franco supposait des éclaircissements, des images supplémentaires. Et ce qui est très agréable alors pour un éditeur, c'est de travailler en commun, d'une façon aussi étroite, avec un auteur, pour qu'il revoie des choses, pour qu'il complète, pour qu'il ajoute des images. Enfin bref, de A à Z, quelles que soient les difficultés que vous évoquiez, un véritable plaisir, un vrai bonheur, en tout cas pour moi, éditorial. J'espère que ce sera à peu près visible. Vous savez bien que désormais, il y a plusieurs éditeurs qui conçoivent leur travail pratiquement comme un travail de simples imprimeurs. Alors ça, ce n'est pas vraiment votre cas. Vous êtes aux antipodes de cette vision du travail de l'éditeur, n'est-ce pas? Absolument, je suis pas. Donc, Stella Mancuso a écrit cette préface sur un livre qui fournit un véritable portrait de cette ville unique au monde. C'est banal de le dire, mais c'est la pure vérité. D'accord, c'est l'éditeur qui m'a demandé de faire cette préface. Et alors, j'ai accepté parce que j'ai beaucoup pensé à cette ville et plusieurs fois. Alors, j'ai eu l'occasion de recueillir un peu de pensées. Parce que je ne suis pas vénitienne, donc je suis arrivée à Venise pour faire mes études d'architecture et après, comme on s'est épousés et nous avons eu notre maison. Quelle est votre origine? Je suis de la Vénétie, très près de Venise, de la région de Treviso, mais de la campagne de Treviso. Qui est tout près de oui, tu peux venir, oui. Oui, 30 km. Et donc, j'ai parcouru un peu dans ces préfaces ce que j'ai mano a mano compris de cette ville. Parce que, au fur et à mesure, vous proposez ce que vous avez compris de cette ville au fur et à mesure. Oui, au commencement de la vie que je faisais là, il y avait des difficultés de déplacement, parce que ce n'était pas trop facile se déplacer à pied, toujours à pied, ou avec le vaporetto, mais à pied, avec les petits-enfants. Il n'y avait pas des équipements très près, c'est-à-dire pour faire jouer les enfants, pour faire pour la piscine, etc. Et
tant que mes amis de la terre ferme disaient souvent c'est très belle Venise, mais moi je ne vivrai jamais. C'est une chose que l'on dit encore à la terre ferme. Et aussi il y avait un autre point de vue de nos amis architectes, professeurs qui venaient enseigner à Venise, mais ils vivaient à Milan surtout. Et ils disaient que c'était une ville, ils n'aimaient pas Venise. Et personne d'eux s'arrêtait plus que 2 jours, le jour où il y avait l'enseignement à Venise. Ils trouvaient que c'était une ville immeuble, une ville figée, enfin, une ville qui était restée en arrière, qui ne se rénovait jamais. Et à l'école, on avait appris qu'il fallait suivre les exemples des villes de l'Europe du Nord, les équipements, les services, les zones résidentielles, les zones industrielles, etc. Et donc, il n'aimait pas Venise. Après encore, j'ai fait cette petite histoire parce que j'ai compris que je devais situer ma compréhension de la ville dans ce cadre. Après, lui, il a été invité plusieurs fois au Japon faire des conférences. Oui, il faut rappeler que Franco Mancuso est architecte. Oui, et là aussi. Et donc, il faisait des conférences et une fois, il a été invité à parler de Venise par un groupe, une grosse société de projetation d'architectes et ingénieurs qui projetait une ville nouvelle à Kobe. Et donc, il demandait de voir si Venise pouvait être un modèle, pouvait être prise en modèle pour des nouveaux établissements. Alors, la demande c'était ça. Et est-ce que Venise peut être prise en modèle et pourquoi? Alors, on disait tout brièvement que c'est une ville à la taille humaine. Et c'est une phrase qui est devenue très répandue, très courante. Oui, oui. Maintenant, on dit souvent cette phrase-là. Très répandue, c'est-à-dire que plusieurs soulignent les inconvénients de vivre dans une ville où il n'y a pas de voiture, où il y a bien évidemment ce poids de l'histoire qui peut sembler même écrasant, mais en même temps, elle est considérée comme un modèle de ville à taille humaine. Oui. Alors, j'ai pensé quoi ça signifie que c'est une ville à taille humaine. Et j'ai écrit ces choses qui sont celles qui viennent de ma vie à Venise. Et donc, je pensais que c'est surtout que c'est vraiment à cause de la manière dont elle est faite. Et c'est ce que les livres expliquent très bien. Et voilà, donc parce que là vous arrivez au livre, quelle est d'après vous la spécificité de ces... Parce que les livres sur Venise foisonnent, on en trouve partout. Mais quel est le point spécifique qui caractérise ce livre, d'après vous? C'est vraiment la description et l'étude de la manière dont cette ville est faite. Et il a décrit l'histoire de sa formation, mais tous les apparats, les inventions, comment on peut dire, dont cette ville a fait, cette ville a fait propre pour
pour être bâtie, pour se développer dans la lagune, dans une ambiance qui est pas facile, qui est tout à fait ennemie peut-être. Oui, oui, dans un contexte qui peut être considéré même comme hostile. Hostile, oui, j'ai envie de dire là, oui. Oui. Vous voyez, juste un mot, ce qui est très précieux pour un éditeur, et je crois que Stella vient de le résumer admirablement, c'est que précisément un ouvrage sur Venise puisse s'ouvrir sur ce que Venise est réellement, concrètement, pour ceux qui y habitent. À l'inverse de tous les livres qu'on trouve d'ordinaire, qui peuvent être magnifiques, d'ailleurs la question n'est pas là, c'est pas un problème concurrentiel, mais qui commencent systématiquement, peu ou prou, par une image de Venise, et non pas par Venise même. Nous sommes dans les choses mêmes des gens qui y vivent, qui en parlent parce qu'ils y vivent, et qui essaient de savoir de quelle manière une ville a pu se bâtir là, et de quoi elle est faite, tout simplement, très, très matériellement, sans se perdre immédiatement en images plus ou moins romantiques, en répertoire de belles œuvres, en éloge de la beauté magnifique de Venise, tout cela on le sait très bien. Mais qu'est-ce qui existe là-bas? Qu'est-ce qui fait que ça tient? Qu'est-ce qui fait qu'on y vit? Et y vivant, qu'est-ce qui fait aussi qu'on peut s'intéresser à ce qui n'est pas simplement Venise et qui est aussi Venise? Je veux dire par là, ses périphéries industrielles, l'arsenal, son histoire militaire, son histoire industrielle, l'incroyable richesse qui n'est pas simplement monumentale, qui est celle d'une forme de vie. Une forme de vie qui s'est vraiment ancrée là, de la manière la plus paradoxale possible, là où il n'y avait rien du tout. Voilà, donc dans cette intervention de Christophe Caro, il y a plein de questions que je transfère directement à l'auteur de ce livre, Franco Mancuso. Je rappelle que ce nom de famille, Mancuso, n'est pas du tout un nom vénitien, c'est un nom plutôt sicilien, mais il faut tenir compte de la véritable mutation anthropologique qui a eu lieu en Italie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Dans les villes principales, je veux dire comme nombre d'habitants du nord de l'Italie, comme Milan et Turin, la moitié de la population désormais est originaire du sud de l'Italie. Et bien sûr, en Vénétie aussi, il y a un pourcentage important de la population qui provient de l'Italie du Sud. Donc, alors bon, en tout cas, je suis né à Venise et mon père était sicilien et ma mère était de Macerata. Ah oui, de la région des Marches. De la région des Marches, c'est le centre de l'Italie. Donc ça a été normal parce que beaucoup de gens venaient, surtout les personnes qui travaillaient dans l'État. Même mon père était fonctionnaire de la douane, de la Dogana, et donc est venu à Venise. La famille s'est formée à Venise. Après, nous sommes passés de Venise à Genova pour quelques années, à Gênes. Et après, encore de Gênes à la Sicile, à Trapani. Ah oui. Oui, donc c'était une chose. Mais c'était normal. On n'a jamais eu, par exemple, le problème de trouver une maison. Le marché des maisons était à disposition de la possibilité de le louer à l'époque. Et encore de la Sicile, de Trapani jusqu'à Venise, encore parce que j'avais quelques racines là, et l'université, j'ai commencé là, bon, là, je suis venu vraiment en vénétien. C'est pour ça que je fais ce livre. Oui, donc alors, Christophe Caro posait plusieurs questions. Suivi par de grands points d'interrogation. Donc, alors, Venise, mais il n'est pas évident de dresser un portrait de cette ville qui est contradictoire à plusieurs égards. Il suffit de penser que c'est une ville qui, dans son histoire, a bâti un empire ne pas consistant dans la conquête militaire de grands territoires, disons, mais surtout c'était la maîtrise de la mer et c'était
la capacité de dominer le commerce international dans toute la Méditerranée et ailleurs. Oui, est devenu les portes principales pour l'Europe, pour les commerces vers l'Orient. Mais ils ont commencé avec des ressources, à utiliser des ressources plus simples, plus locales. Par exemple, Venise, au début, a été le lieu plus important pour la production de sel. Le sel, à l'époque, était très recherché parce que pour l'alimentation, pour la conservation des viandes, des poissons. Donc, le marché du sel a donné la principale occasion de s'enrichir. Après, ils ont réalisé que la position de Venise en tant que porte avait la possibilité de valoriser les liaisons avec la Dalmatie, la Grèce, l'Orient. Ils ont utilisé des occasions formidables. Les croisades, par exemple, sont devenues les compagnies, les agences de transport des militaires, des gens qui avaient encore le pèlerinage vers la terre ferme, géré par Venise. Le pèlerinage, oui. Et alors, donc à travers la valorisation de ces possibilités qui étaient données de la position géographique de Venise, ils ont commencé à occuper toutes les villes et les longues les lignes de transport, on peut dire, de la Dalmatie, de la Grèce, de Chypre jusqu'à le Liban, etc. Donc, cette partie de la Méditerranée était vénitienne. C'est-à-dire que Venise installait des guichets commerciaux. Ce n'était pas des colonies. Non, ce n'était pas des colonies. C'était des points de... Des points. Et en fait, les territoires étaient un territoire très, très étroit, on peut dire. Seulement le long de la côte, et rien derrière. Seulement le long de la côte et certaines villes, certaines portes pour pouvoir arriver jusqu'aux terres de l'Orient. Donc ça, c'était une chose incroyable. Et en fait, dans l'organisation de l'État, Venise a décidé d'avoir un double type d'État, l'État de mer et l'État de terre. Et donc, quelqu'un qui s'occupait de la partie sur la mer et une partie de l'administration qui s'occupait de la partie parce qu'un sujet qui n'est pas tellement connu, c'est le modèle politique de Venise et donc un modèle qui inspire des réflexions intéressantes, même aujourd'hui. Oui, oui. Ah oui, ça a été très important parce qu'ils ont choisi, ils sont arrivés à la conclusion que la République était la solution, la forme qui donnait plus sûreté, cioè, no? Était une situation politique sûre, stable, au contraire que dans l'Europe, no? Changeant continuellement. Là, était stable, les doges, les chefs de la République étaient élus, et la fonction de doge durait 2 ans seulement. Le conseil administratif et politique était élu continuellement, donc n'existait pas la possibilité de consolider un pouvoir politique. Oui, donc un pouvoir fort, mais qui ne pouvait pas se transformer en une dictature. En une dictature, oui, exactement, c'est ça. Et ça a duré pour 4 siècles, 5 siècles. Mais est-ce que la force de ce modèle se doit aussi au fait que Venise est née sur une sorte de défi contre la nature? Parce que bâtir une ville sur une lagune, c'est un projet fou. Si on le considère comme ça à plusieurs siècles, avec un décalage de plusieurs siècles, comment a pu naître l'idée de s'installer juste là? Oui, mais un projet fou. Mais si vous voulez comprendre Venise comme est aujourd'hui, il faut partir de cette citation à l'origine, c'est-à-dire
rien n'existait, seulement un bassin avec de l'eau de la mer, hein, donc de l'eau salée, avec des îles, des archipels, des îles, des petites îles. Et les gens qui échappant de la terre ferme ont trouvé que cet endroit avait une caractéristique très importante, était bien protégé. Pas besoin pour vivre, hein, pas besoin de faire des enceintes de murs, non, jamais. La défense de Venise était la lagune, la mer, parce que c'était énormément difficile de se promener et entrer. Seulement les habitants avaient la connaissance des moyens d'entrer et de sortir. Donc, protégé, sûr. Hein. Et donc, alors, sûr, la possibilité de produire quelque chose de là. Après les commerces. Donc c'était relativement facile à défendre aussi sur le plan militaire. Sur le plan militaire, absolument rien était nécessaire. Seulement, par exemple, si vous visitez Venise aujourd'hui, vous trouvez que l'arsenal est entourné par des murs. Mais ce ne sont pas des murs pour défendre l'arsenal. Les murs ont été bâtis avant tout, un point de vue symbolique. Ça, c'est le lieu du pouvoir, parce que le pouvoir militaire et commercial est basé sur la possibilité de construire, de bâtir des navires. Mais les murs ont été bâtis parce que c'était une zone industrielle, véritable zone industrielle, et secrète. Une zone des inventions technologiques, non? Les modèles des bateaux, l'usage des maths, des grands maths, les voiles, les canons aussi qui étaient faits là, les ancres, les rames. La préparation de la nourriture pour les marins, hein, c'était une chose qui a été mise à point dans un environnement qui doit être secret. Aucune avait la possibilité de voir, d'entrer, seulement les gens qui travaillaient là, qui étaient des travailleurs privilégiés, payés par l'État, hein, par Venise. Les travailleurs de l'arsenal étaient des gens, des technologues incroyables, bien payés, avec des formes d'assistance. Les maisons étaient fournies, par exemple, les maisons pour vivre étaient fournies par l'administration publique, par l'État. Finalement, le seul qui a conquis Venise, c'est Napoléon. C'est Napoléon. Pour en faire cadeau à l'Autriche. Oui, non, c'est Napoléon. Et donc là, je crois qu'il y a toujours quelque chose qui n'est-ce pas, qui oppose les Vénitiens disposant d'une mémoire historique à Napoléon. À Napoléon. Hein? Parce que finalement, c'est lui qui a mis fin à l'histoire de la Sérénissime. Oui. Et en plus, non pas pour y amener les conquêtes de la Révolution française, mais simplement pour un jeu politique consistant à transférer la souveraineté sur l'Autriche. Oui, sur l'Autriche, exactement. Mais a laissé des traces plutôt marquantes, plutôt évidentes à Venise. Et on peut dire aussi il a commencé avec un processus de modernisation de la ville. Venise a commencé à devenir européenne avec Napoléon. Par exemple, l'idée de lier Venise à la terre ferme avec un pont, un grand voie, était lancée par Napoléon. Ils avaient commencé à faire ça. On a un canal qui était tombé, qui maintenant s'appelle Via Garibaldi, et s'appelait Via Eugenia, qui était le commencement d'une grande route et qui allait vers la terre ferme. À l'autre côté du pont qui a été bâti par l'Autriche, parce que là, l'arsenal existait. Donc l'idée, c'était de lier l'arsenal de Venise à la terre ferme avec les ponts. Alors, les ponts, certains équipements urbains qui n'existaient, les cimetières, on peut toujours se demander si les Vénitiens, ayant une mentalité un peu spéciale, ressentaient vraiment
ce grand besoin d'être modernisé. Oui, mais à l'époque, ils ont accepté la modernisation napoléonienne, on peut dire, parce que, bon, par exemple, pour beaucoup d'architectes vénitiens ont travaillé avec l'administration française, non, pour les grands jardins, par exemple, le grand jardin de Castel, où le biennale se déroule aujourd'hui, était une chose faite par les Français. Les jardins à côté de San Marco, qui sont faits là, et encore, cimetière, l'hôpital. Alors, un certain processus de modernisation était... bon, on a la spoliation, on a la destruction encore une partie du patrimoine religieux. Comme vous savez, en ce moment, pour les Français, la figure de Napoléon est difficile à admettre. Oui. Donc pour une fois que nous avons un Vénitien qui nous dit que tout n'a pas été négatif. Non, que tout, non, je suis, non, c'est un soulagement. Non, je suis sûr que ça, oui, ils ont sacrifié certaines choses. Un morceau de Venise était détruit là, pour le jardin, par exemple. Mais donc, bon, ça c'est vrai. Mais le Portofranco, je ne sais pas, le Portofranco, le Portofranco a été lancé par les Français. Alors le Portofranco était le début de la modernisation du port qui après a été reprise par l'Autriche et après par le gouvernement italien, et Venise est devenue une véritable ville industrielle les années plus récentes, le siècle XIXe, à cause de lancement des ports. Après, le chemin de fer est arrivé, et donc ça c'était une idée européenne, le port de Venise en tant que port d'importance. Venise est connue dans le monde entier pour l'art du verre et pour les gondoles. Ah oui. Alors, là, pour notre public, qui est un public italo-français, oui, qui ne connaît pas forcément dans les détails les activités, mais même sans connaître, on a entendu parler de l'art du verre. Les lustres vénitiens sont vendus un peu partout, imités d'ailleurs et fabriqués ailleurs, mais dans l'esprit de la tradition vénitienne. Et puis, alors vraiment, ça c'est aussi une curiosité personnelle de ma part, comment est née la gondole? Alors, la gondole. Alors, il faut te rappeler que pour quelques siècles, Venise était un archipel d'îles sans pont entre elles. Hein. Alors, pour aller d'une île à l'autre, était nécessaire prendre un bateau. Et le bateau n'était pas la gondole moderne, mais était un bateau, un type de bateau qui est spécifique pour se promener, se déplacer à l'intérieur de la ville, dans la ville. Oui. Encore, on avait beaucoup d'autres types de bateaux pour des fonctions spécifiques, par exemple pour transporter les matériaux pour bâtir la ville, la pierre, les briques, pour la pêche, pour mener à Venise, au marché de Venise, les légumes produits dans les villes. Donc, une grande quantité de bateaux et des types de bateaux. On a mis dans le livre des images qui donnent une idée de la recherche du patrimoine des bateaux qui aujourd'hui ne sont plus utilisés parce que la moteur, donc autre type de matériaux. Les bateaux bâtis en bois, hein, seulement les bois étaient les choses à utiliser. La gondola vers le siècle XIV, XVe, hein, au début du XVe siècle, les réseaux des routes à l'intérieur des îles étaient complétés et ils ont commencé à bâtir des ponts en bois au début et après des ponts. Et alors la gondole est devenue
les moyens de transport à l'intérieur de cette ville où la concentration des bâtiments a réduit les espaces d'eau. Hein. Donc il était nécessaire d'avoir un type de bateau à mesure de se promener facilement dans un réseau de canaux qui est devenu très étroit, très fit, très dense. Hein. Seulement le canal Grande avait sauvé partiellement la dimension qu'il y a aujourd'hui. Donc il fallait quelque chose de petit, de facile par exemple, de facile à tourner. Oui, à tourner. Non, alors, pour changer de direction. Pour changer de direction. Et alors la gondole, c'est un bateau un peu long, mais là, non, ça s'appelle le tirant d'eau, la partie immergée. Immergée, c'est très réduit, de manière qui, en Solesmes, a la possibilité de faire tourner facilement la ville. Et en même temps, comme il s'agit d'une ville tellement imbue de beauté, la gondole est aussi quelque chose de très beau à voir. Oui, de très beau à voir. Il faut dire encore que pas la municipalité, le gouvernement a intervenu sur la forme de la gondole, par exemple, parce que pendant le 7e siècle, surtout les propriétaires les plus riches, les familles les plus riches qui avaient des gondoles privées, avaient commencé à mettre des ornements, des choses en modifiant des couleurs sur la gondole. Et alors, l'État, on peut dire, la partie de l'État qui s'occupait de la mer et de la navigation, a obligé tout à utiliser un seul type de gondola, de forme de gondola, que c'est la gondola moderne, plus ou moins, et un seul couleur qui est le noir. Parce que c'est le couleur plus élégant par rapport à la richesse de la ville. Non? Oui. Alors, pas d'ornement, pas de décoration sous la gondola, mais plutôt sous les couleur noire. C'est un choix institutionnel. C'est le couleur de la pece. Comment on dit la pece? La poix. La poix, qui est pour protéger les bois de la mer. Le calafatage, c'est noir. Et donc les noirs étaient choisis et obligés. Donc autrefois, on disait nero come la pece. Nero come la pece, et on peut dire nero come la gondola. Exactement. Et les maîtres verriers, alors quand est né cet art du verre? Non, les maîtres verriers sont nés vers le IVe siècle à cause de certaines conditions spécifiques. Alors, le commerce avec l'Orient, avec des grands bateaux qui allaient là, chargés et qui venaient à Venise presque vides. Alors, ils ont commencé à mener à Venise un certain type de sable. Et la cendre d'un certain type de bois que je ne me rappelle, je m'excuse, qui était, alors, la sable, un type de sable spécial, un type de cendre, et le mixage de la sable et de la cendre a été utilisé pour essayer la production de verre. Hein. Les bois pour le feu venaient de la montagne. C'était très facile d'avoir le bois à Venise parce que c'était un continu, un flux de bois à travers le fleuve. Donc on avait les bois pour le feu, la sable pour la fusion et la cendre pour donner à la fusion un certain type de qualité. Et donc Venise est devenue la plus célèbre ville. Mais surtout pour la production des verres, des lunettes, pour les lunettes au début. Et après, les verres pour les verres de Murano. Pour boire, les verres pour boire. Mais les lunettes étaient la chose principale. Oui. Et c'est surtout Murano, n'est-ce pas? Oui, et ça encore, c'est une fois une décision très bonne que l'État a pris, parce qu'à l'origine, des usines pour la production de verre étaient dispersées pendant la ville, mais avec les
le risque d'incendie, parce que le feu, la ville était bâtie surtout en bois à l'époque. Après, on a commencé à utiliser la pierre, les briques, donc l'incendie. Et alors, l'État a obligé les gens qui travaillaient dans la production de la verre à se déplacer dans une île qui a été choisie comme île, comme zone industrielle. Hein. C'est une décision industrielle. Donc, c'est une ville spécialisée. C'est une partie de la ville, c'est une miniature de Venise, parce que Murano, c'est une Venise en miniature, spécialisée où la production de verre était possible, avec sans limitation. Et cela se visite aussi. Moi, je me souviens que j'avais fait un tour dans Murano pour explorer un peu cet artisanat. Oui, cet artisanat existe, c'est un artisanat et industrie aussi. Et industrie, parce que souffre un peu aujourd'hui à cause de la concurrence qui vient surtout des pays de la Chine. Mais il y a quelques usines, quelques fornace, on appelle fornace, qui sont spécialisées et sont à niveau international. Des fourneaux pour la fabrication. On a eu aussi l'idée d'utiliser des artistes comme Carlo Scarpa, qui est bien connu ici en France aussi, qui a travaillé, qui a commencé sa carrière d'architecte et justement dans une fournace pour la production de verre et a dessiné des verres magnifiques avec l'invention continue. Je disais que cela se visite, en réalité tout se visite à Venise, même trop. Et c'est une ville qui reçoit chaque année entre 20 et 30 millions de visiteurs. Donc c'est quelque chose d'impressionnant qui peut même dénaturer la ville aux yeux des Vénitiens véritables qui sont de moins en moins nombreux. Parce que elle fait combien d'habitants, Venise? 55 000. 55 000. Donc elle est une ville ayant une histoire aussi glorieuse, ayant été vraiment comment dire, la puissance dominante des commerces internationaux dans la Méditerranée et ailleurs. Donc maintenant, c'est une petite ville de 55 000 habitants, dont il y a un pourcentage non indifférent qui travaille dans l'hôtellerie, dans les restaurants, etc. Donc la véritable population d'origine est désormais assez réduite. Imaginons, je me permets de vous interrompre, pour avoir une comparaison peut-être plus parlante pour des gens qui connaissent davantage la France, imaginons que tous les jours dans Paris, en considérant que Paris intramuros, enfin à l'intérieur du périphérique, fait 2 millions d'habitants, imaginons que tous les jours il y ait 3 millions de visiteurs par rapport aux 2 millions d'habitants. C'est à peu près la proportion à Venise. 80 000 visiteurs par jour par rapport à une population de 55 000. La proportion... Je n'ai pas calculé exactement la règle. Donc ça c'est assez impressionnant. La proportion à Venise c'est 80 000 chaque jour touristes contre 55 000 habitants, plus ou moins, média. Quelquefois on a plus que 100 000 touristes qui arrivent. Et ça c'est un impact terrible parce que c'est... Oui, le tourisme donne la possibilité de travail, mais il faut considérer que Venise a des ressources sur le point de vue de l'offre d'occasion de travail incroyable. Vous devez penser. À Venise, on a des universités de niveau prestigieux et beaucoup de gens viennent à Venise chaque jour pour travailler en tant que professeur, assistant, chercheur, administration. À Venise, on a des hôpitaux. Donc, ce sont des médecins, des gens qui viennent travailler. Et à Venise, on a les bureaux administratifs de la région, parce que vous savez qu'en Italie, on a le modèle régional, et la siège de la région, c'est Venise. La capitale de la Vénétie. De la Vénétie, alors la région. Les tribunaux.
Le tribunal, c'est à Venise. Et donc, chaque jour, on a calculé que plus ou moins arrive à Venise 50 000, 60 000. Donc, ce ne sont pas des résidents. Non, mais ce sont des gens. Ni des résidents, ni des touristes. Non, ce sont des gens qui viennent. Et encore, à part, il faut considérer les étudiants, parce que comme on a des universités très bonnes, on a des pendulaires. Alors, Venise offre des possibilités de travail, non? Ce n'est pas une ville morte. Le problème, c'est que, et on a fait des enquêtes, sont citées dans le livre, pour savoir si les gens qui se sont déplacés, à quelles conditions avaient la volonté, l'opportunité de revenir à Venise. Alors, la chose la plus importante, c'est la maison. À Venise, c'est impossible de louer une maison pour un jeune chercheur, une famille. C'est trop cher. Le marché des maisons est bloqué par le tourisme. Première phase, beaucoup de palais, surtout les palais, ont été transformés en hôtels, pensions, etc. Deuxième phase, bed and breakfast. Oui. Troisième phase, c'est-à-dire aujourd'hui, les maisons comme ça sont partagées, la taille des habitations est réduite et sont louées pour les touristes. Et donc, l'administration de Venise rien n'a fait pour contrôler. Il y a aussi des étrangers plutôt argentés, y compris plusieurs Français, qui ont leur pied-à-terre à Venise parce qu'ils sont tombés amoureux de cette ville. Et donc, ça c'est une minorité. Mais il y a aussi des Italiens d'autres villes qui sont tout aussi amoureux de Venise. C'est sûr que c'est une ville hors norme. Oui, mais d'accord, les Français, les Américains aussi ont commencé à acheter des maisons à Venise et encore. Et chaque maison qui est achetée par des touristes, c'est une maison qui n'est pas plus accessible à une famille normale parce que le marché est bloqué. Et encore, s'il y a des maisons qui existent, les coûts sont énormes. Donc, les coûts d'entretien. Et les coûts d'entretien, oui. Le coût déjà, c'est cher. Oui. C'est cher pour louer. Oui. Et puis, il peut y avoir des coûts. L'entretien, parce que, bien sûr, ce n'est pas comme une maison normale. Oui. L'entretien pour une ville ancienne existe. Il faut avoir. On a eu une période très, très importante l'année passée parce que l'État avait fait une loi qui s'appelait la loi spéciale pour Venise. Et à travers la loi de Venise, beaucoup de travaux d'entretien pouvaient être soutenus par l'État ou la municipalité à travers l'argent donné par l'État. Mais maintenant, l'argent a été canalisé vers la construction du MOSE. C'est le système pour la régulation de la marée. Donc, oui, alors là, on arrive à la dernière question que je souhaitais vous poser. Et puis, pour tout le reste, on vous renvoie à ce livre magnifique dans les textes et magnifiquement illustré. Alors, la dernière question concernait justement la situation de Venise concernant sa protection et sa pérennité, c'est-à-dire comment assurer que cette ville qui fait partie du patrimoine artistique et culturel, non seulement de l'Italie, mais du monde, et non seulement de l'Europe, mais du monde entier, comment faire en sorte que cette ville ne se détériore pas et enfin, c'est sûr qu'il y a un danger permanent. Oui, il y a un danger permanent, oui. Et les dangers permanents les plus préoccupants, c'est celui de
l'auteur de la mer, du niveau de la mer qui monte. Hein. Ça, voilà, le Mose, vous parliez tout à oui, ça c'est un problème véritable. Parce que pour les problèmes d'entretien, oui, d'accord, c'est un peu cher, mais dans les villes anciennes, on a toujours le problème de renouveler les fenêtres, les murs, la toiture. À Venise, un peu plus parce qu'on a l'humidité et l'atmosphère, la sel encore. Donc, par exemple, pour ce qui concerne les fondations de Venise, on n'a aucun problème. Parce que les fondations, qui sont les fondations bâties à l'origine, sont là et sont bien sauvées. Et là, on n'a jamais eu de problème de fondation. Vous pouvez considérer que le pont de Rialto est soutenu par les fondations qui ont été bâties à l'époque, c'est-à-dire au siècle XVIIe. Si, oui. Et donc c'est là, et cela existe. Maintenant, il y a des travaux pour la restauration du pont de Rialto, mais seulement la partie... Mais c'est vrai que nos ancêtres étaient plus sérieux que nous. Parce qu'il y a des immeubles bâtis il y a 50 ans qui déjà commencent... Non, les immeubles de Venise sont sûrs. Et là, il y a un point d'interprétation quand même, je ne suis pas tout à fait d'accord, si vous me permettez, avec Franck. Oui, frère, c'est parce que je crois que Venise disparaîtra avant que l'eau ne l'engloutisse. Oui. Exactement comme Paris est en train de disparaître. Oui. Vous voyez, je ne tiens pas un propos particulièrement polémique. Il y avait à Paris, pour Paris en 1943, un plan élaboré par les nazis visant à transformer Paris en une ville-musée, une ville de détente pour les grands guerriers allemands qui y auraient pris là du loisir, etc. On est en train de faire ça à Paris, très officiellement. Voilà longtemps que la chose existe à Venise. Ce qui veut dire que Venise a à combattre essentiellement la façon qu'elle a de devenir autre chose qu'elle-même. Et ça n'est pas simple pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a une partie des Vénitiens qui vivent de la rente de ce qui les fait disparaître. À savoir le tourisme, l'excès, les grands bateaux, vous voyez, des choses comme ça. Et une autre partie des Vénitiens qui se disent, finalement, Venise est à nous, nous y vivons réellement. Et c'est extrêmement difficile dans des régimes démocratiques, dont il est bon qu'ils existent, je tiens à compte pour ma part, mais extrêmement difficile de dire à quiconque ne venez pas dans un lieu qui vous attire. Il y a une merveilleuse phrase de Giancarlo De Carlo, un grand architecte, dont Franco et Stella ont été les élèves. Une merveilleuse phrase sur Venise qui dit ceci: Venise est par magie tous les jours plus belle, simplement en restant telle qu'elle est, parce que chaque jour, les villes du monde deviennent plus laides. Donc, on comprend très bien que des gens se disent « j'en ai un peu assez de vivre dans quelque chose d'épouvantable, rien ne m'empêche de voyager, tout appartient à tout le monde et je vais là-bas ». Et c'est un problème extrêmement insoluble, plus insoluble à mon avis que celui des marées et de la difficulté purement naturelle. Voilà pourquoi je vous disais à l'instant que Venise, en effet, menaçait de disparaître avant physiquement de s'effondrer, je ne sais où. Oui, je trouve que cette réflexion pourrait représenter même une bonne conclusion pour cette conversation. Donc, encore une fois, Venise est une ville, un livre que nous signalons aux visiteurs de notre site avec une attention spéciale, édition de la revue Conférence. Donc, merci Christophe Caron, merci Stella Mancuso, et merci Franco Mancuso, qui est l'auteur de ce livre extraordinaire. Juste un point de précision, je tiens à dire que le livre a été imprimé par le dernier imprimeur qui soit encore à Venise. Ah oui. Ah non, ça c'est une chose incroyable. Ça c'est le mérite de Christophe, qui a trouvé un imprimeur à Venise qui a été à mesure de faire un livre. C'est le Fondamente Nove, un imprimeur absolument délicieux et qui fait du très beau travail, comme vous voyez. Voilà, donc c'est un signal d'espérance. Hein? Mais j'ai eu la chance de connaître Christophe Caron il y a quelques années et j'avais pu apprécier justement la précision, l'attention, la diligence et le talent avec lesquels il exerce ce difficile métier d'éditeur dans une France, dans une Europe, dans un monde où l'on lit de moins en moins de livres sur papier.
Et donc, c'est doublement méritoire ce qu'il fait. Grazie a lei per l'accoglienza, è stato un grande piacere poter parlare di queste cose. Potremmo parlare per un mese intero, certo, ma certo. lo faremo un'altra volta. Un'altra Grazie volta. ancora.